suis très, très heureuse que vous soyez ici, que M. Bouchard et Taylor aient accepté de présider ce colloque. Et je sens que ça va être un 3 jours extrêmement fructueux. Je voudrais souligner le fait que j'avais regardé de loin les travaux de Diamond, qui est le projet auquel Peter Shulton faisait allusion. Puis je suis très heureuse d'avoir entendu ce qu'il avait à dire ce soir. Je pense que ça peut transformer notre perspective sur ce qu'est le succès ou l'échec d'une commission. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et on entend depuis quelques semaines, depuis quelques années, toutes sortes de propos sur le fait que la commission Bouchard-Taylor était une erreur, un échec, oui, que ça a été un succès. Ça va un petit peu dans toutes les directions, mais je pense que la discussion de nos 3 jours va aider à structurer cette évaluation que notre société fait de cet exercice public considérable qui a été accompli il y a 10 ans. Alors, mon plan est très simple. Pourquoi j'ai organisé ce colloque? En fait, oui, c'est parce que c'est le 10e anniversaire, mais c'est aussi parce que je termine mes projets de recherche sur les commissions cette année. Alors, c'était une convergence et je vais vous expliquer pourquoi j'ai étudié les commissions. Je n'ai pas travaillé sur les exercices publics concernant l'immigration comme Peter Shulton et ses collègues, mais avec mon équipe, nous avons travaillé sur les commissions concernant la diversité, ce qui est un angle un peu différent et a amené d'autres choix et des commissions. Pas n'importe quel comité d'experts, mais des commissions comme telles. Alors, mais ce que je voudrais souligner en commençant, c'est que M. Gagnon vous a expliqué pourquoi nous étions chez BMO, groupe financier, mais l'une des raisons aussi, c'est qu'au fil des recherches que j'ai effectuées, j'ai eu la chance de travailler un peu sur le secteur privé et j'étais très admirative de ce que certaines grandes entreprises font en matière de diversité. Notamment les grandes institutions financières, c'est vrai, sont très avancées sur la gestion de la diversité. Ils n'ont pas pu beaucoup s'exprimer lors de la commission Bouchard-Taylor, malgré l'invitation qui leur avait été faite pour une raison très simple. Comme ils ont des clientèles, la question était beaucoup trop sensible pour se prononcer publiquement en pleine crise d'opinion publique. Mais il y a quelques mémoires qui réfèrent, lorsqu'on regarde de près ce qui nous reste de la commission Bouchard-Taylor, et le Barreau du Québec, notamment, nous apprenait déjà en 2007 dans son mémoire. Le Barreau du Québec disait « Les milieux du travail ont déjà une culture de l'accommodement raisonnable et de la négociation de la diversité. Déjà depuis longtemps. » Et je pense que ce sont des modèles dont on pourrait davantage s'inspirer, mais le privé est par nature discret. Mais j'attire tout de même votre attention sur ça. Alors, les projets de recherche, le premier, c'était en 2008. C'était une comparaison d'une commission qu'on a peut-être oubliée, la commission Proulx, disait-on, sur la religion à l'école au Québec, mais qui, à l'époque, avait attiré un nombre, disait-on, record de mémoire, qui était près de 250. Record qui fut battu, comme vous le savez, par la commission Bouchard-Taylor, où on a dépassé 900 mémoires. Mais j'ai comparé un petit peu les deux avec ma collègue Laurie Beeman. Et puis, un deuxième projet de recherche a suivi, cette fois-ci en étendant la comparaison à d'autres contextes. Donc, la France, la commission Stasi, que Peter Shulton a mentionné, la Belgique, où il y a eu 2 commissions, et la Grande-Bretagne, le rapport PAREC, notamment. Et toujours avec cette équipe dont vous voyez les noms, mais j'insiste sur les assistants de recherche. Quelques-uns sont ici ce soir. Nos étudiants très talentueux ont beaucoup travaillé à l'analyse de ces commissions. Ils sont tous nommés ici, puis je les remercie. Certains sont présents. Et voici l'un des livres qui est paru au printemps, donc Public Commissions on Cultural and Religious Diversity. Et ce colloque donnera lieu à un livre en français, où j'ai invité des collègues qui viennent d'Australie, de Norvège et où il y a eu des exercices similaires, vont publier des chapitres traduits en français. Alors, le monde francophone pourra avoir accès à certains résultats de cette recherche. Dernier projet digne de mention, une banque de données, oui, une de plus sur l'Internet, mais parce que je me suis rendu compte en cours de route que ces commissions produisent des mines d'or d'informations qui disparaissent. Il y a la disparition du site web de la commission Bouchard-Taylor a suscité un peu de débat au Québec. Ailleurs, ça a été pire. En Belgique, 2 grosses commissions. Les sites web ont complètement disparu. Et j'ai essayé de recueillir des documents
de ces commissions. On est rendu à plus de 2000, mais il nous en reste à numériser et à mettre sur ce site pour rendre disponibles aux chercheurs tous ces matériaux qui ont été produits par ces exercices publics formidables. Et j'ai un nouveau projet, c'est pas parce que je veux faire de la publicité, mais vous allez comprendre, qui commence cette année sur la radicalisation menant à la violence. Je me dis, bon, ben, on passe des commissions à la radicalisation. Quel lien? Ben, effectivement, peut-on dire que nous sommes passés de la crise des accommodements raisonnables à la peur de la radicalisation? Vous voyez comment les thèmes qui surplombent le débat font peur, hein? Suscitent des tensions, même si au jour le jour, il y a beaucoup de succès, comme plusieurs personnes l'ont dit avant moi. On peut se poser la question en commençant ce colloque. Est-ce que la diversité est un problème ou un avantage, un atout? Plusieurs de nos invités vont en discuter. Où et pourquoi? Hein? Et donc, nous allons y revenir. Pourquoi étudier des commissions? Ben, voilà, sur la diversité. Parce que les défis qui sont les nôtres sont partagés par d'autres pays. La violence terroriste a évidemment agi comme catalyseur de telles réflexions et aussi le support qui est donné de plus en plus à l'extrême droite dans plusieurs pays. Alors, les gouvernements doivent répondre à cela en établissant notamment des comités d'experts, comme Peter Shulton en parlait, mais aussi des commissions. En Angleterre, ce sont des commissions d'un type particulier, privé, mais qui ont néanmoins beaucoup d'impact public. Tariq Moudud va en parler demain matin. Alors, par-delà leurs différences, très simplement, ces commissions incluent deux éléments. Les politiciens doivent être impliqués activement pour trouver des solutions dans un temps de crise, au moins de l'opinion publique, quand ce n'est pas une crise où des incidents violents se produisent. Et là, en deuxième lieu, le besoin de développer des politiques publiques, des recommandations très concrètes et d'améliorer aussi les relations interculturelles quotidiennement et dans tous les milieux d'une société. Alors, comme je le disais par rapport à la banque de données, plein de choses sont écrites autour de ces commissions. Des rapports de recherche, il n'y a pas seulement les rapports officiels, les mémoires des citoyens sont passionnants à lire. Je pourrais vous parler de plusieurs que j'ai en mémoire qui ont passé presque inaperçus, mais c'est une littérature qu'il faut conserver et continuer à étudier. Dans la presse de samedi, Rima El Khoury rapportait qu'une base de données donnait comme résultat près de 200 thèses, mémoires et thèses de doctorat seulement sur la commission Bouchard-Taylor parce que, justement, cette documentation est d'un grand intérêt. Alors, les résultats principaux, très, très rapidement, vous le savez tous, mais il faut le rappeler, il y a un après et un avant septembre 2011, évidemment, c'est évident. Pour les gens qui étudient la religion, c'est quotidien, ce changement, et ceux qui étudiaient la religion avant 2001 le savent et y pensent presque quotidiennement. En comparant le rapport Proulx sur la religion à l'école et le rapport Bouchard-Taylor, Louis-Charles Gagnon-Tessier, qui est ici ce soir, qui a terminé sa thèse de doctorat là-dessus, a fait une simple comparaison sur le catholicisme. Hein, parce que ce n'était pas l'islam qui était l'enjeu en 99, même s'il y avait déjà des musulmans parmi nous, très nombreux. C'était l'enseignement chrétien, catholique et protestant à l'école publique. Hein, allait-on l'abolir? Et puis, le catholicisme a aussi été en jeu dans le rapport Bouchard-Taylor. Alors, regardez la comparaison que Louis-Charles a fait. En 99, il y avait une vision positive du catholicisme dans 57% des mémoires. Une vision négative et de la religion en général lorsque d'autres religions étaient mentionnées, à 4%. Et regardez, comme ça change, 21 positifs, même si c'est la religion héritée du Québec, hein, 2007-2008, 20% positifs et 18% négatifs. Et imaginez si on inclut les autres religions mentionnées, comment cette charge négative augmente. Je peux vous dire que pour les spécialistes de la religion, c'est un gros enjeu et c'est un défi quotidien de gérer ce climat toxique qui s'est développé autour des religions. Ce qui est extraordinaire par rapport à ce débat public de 2007 et 2008, c'est l'apparition publique, littéralement, de 4 thèmes nouveaux dans le débat public, qui étaient connus des experts, mais des termes qui ne circulaient pas. La religion comme culture, l'égalité entre les hommes et les femmes,
Hein, on en parlait avant, mais très, très peu. Depuis, c'est devenu un énorme enjeu. La laïcité, ce terme était inexistant des débats publics au Québec, en fait très public. Hein. Encore une fois, c'était des questions d'experts. Et évidemment, le célèbre concept de l'accommodement raisonnable. En quoi ces concepts-là sont-ils apparus? Eh bien, la religion comprise comme culture pour justifier sa légitimité dans la sphère publique. Le crucifix, par exemple, hein, le crucifix à l'Assemblée nationale. L'égalité entre les hommes et les femmes sont devenues la cible continuelle des controverses, puisque, au-delà de tous nos débats sur la neutralité, la laïcité, comme le projet de loi 62 nous le montre encore cette semaine, c'est souvent des femmes musulmanes et de leurs accessoires religieux dont il s'agit. La laïcité, un concept populaire, mais qui a pu s'avérer problématique, et puis l'accommodement raisonnable, plusieurs experts l'ont noté, qui est sorti de l'orbite juridique. C'était un concept strictement juridique pour devenir une sorte de paradigme, presque un paradigme de l'intégration, ce qui n'est pas très heureux, hein, parce que intégrer dans le sens d'accommoder, c'est pas très heureux comme expression, alors que le terme technique juridique, lui, avait un certain sens. Mais cette sortie de l'orbite pose plusieurs problèmes aux yeux des experts. Alors, justement, hier, c'est une pure coïncidence. Je n'ai pas demandé au gouvernement libéral, la veille de mon colloque, d'adopter la loi 62. Vous voyez le titre, hein, en français et en anglais. Ça a été adopté. Et les 4 thèmes dont je viens de vous parler, qui étaient dominants dans le débat, sont présents dans les quelques 12 pages du projet de loi. C'est un projet de loi assez court, une douzaine de pages. Alors voilà, on dit qu'il faut protéger les expressions culturelles de la religion héritée, surtout catholique, mais aussi christianisme en général. On mentionne l'importance d'égalité entre les hommes et les femmes. Et évidemment, la grande controverse depuis plusieurs jours, c'est sur le visage découvert chez les usagers et les donneurs de services. Et puis le 3e thème, alors étonnement, la laïcité n'apparaît pas dans le projet de loi. On a préféré le concept de neutralité. Il y a des débats aussi là-dessus parmi les experts. Il est certain que peut-être que le terme neutralité prête moins à controverse que celui de laïcité. Et celui de laïcité aussi nous oblige toujours à nous situer par rapport à la République française, hein, en la disant ouverte notamment, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un choix du gouvernement actuel. Et puis, le concept d'accommodement raisonnable, évidemment, il y a des clarifications dans le projet de loi, mais c'est en continuité avec l'approche déjà adoptée depuis plusieurs années. Quelles sont les autres commissions? Peter Shulton l'a mentionné, PAREC, nous l'avons regardé. Stasi, nous l'avons regardé, évidemment Bouchard-Taylor. Et puis 2 commissions en Belgique, aussi francophones, très intéressants. Évidemment, c'était aussi pour les Flamands, mais les rapports sont écrits en français et s'adressaient largement à la communauté francophone. Et nous avons découvert en cours de route d'autres rapports. Donc, nous avons élargi la comparaison. Voyez-vous, un autre rapport en Belgique, un autre rapport en France. En Australie, Gary Bama est parmi nous. Il nous en parlera demain. Ce n'est pas une commission, mais c'est une enquête publique sur la liberté de religion. La Norvège, Inger Furset est parmi nous. Demain matin, elle va nous en parler. Et puis, le tout dernier petit bébé commission, c'est Butler Sloss, dont Tariq Moudoud va nous parler demain, qui a fait paraître son rapport en 2015. Je veux que vous regardiez les titres des commissions. Excusez l'anglais pour les francophones, mais rapidement, ça me permet de donner un résultat très, très rapidement. Regardez la différence. Alors, évidemment, en Angleterre, en 2000, c'était avant 2001. Ce qui préoccupait, c'était les rapports multiethniques. En 2003, c'est une commission sur la laïcité. En 2005, en Belgique, c'est sur le dialogue interculturel. En 2008, vous connaissez le titre, hein, sur les accommodements reliés aux différences culturelles. En Belgique, encore, les assises de l'interculturalité, c'était la commission, c'était le nom de la commission. En Australie, enquête sur la liberté de religion et croyance ou foi. En Norvège, la commission sur la foi et les visions du monde. Et en Angleterre, la toute dernière commission sur religion et croyance dans la vie publique britannique. J'ai le goût de vous poser la question comme à mes étudiants puis de vous faire parler, mais on ne partira pas le débat. Qu'est-ce qui vous frappe? Je vais vous le dire. Ce qui vous frappe, évidemment,
c'est que la religion est absente des titres francophones. Voilà, donc, ce qui nous permet d'attirer l'attention sur... J'y reviens et regardez, prenez le temps de regarder ces titres. C'est vrai que les pays, ça date des études de David Martin, ça, entre les pays latins catholiques, de certaines cultures, de catholiques majoritaires et les pays protestants où il y a un certain pluralisme, y compris des minorités catholiques importantes. Il y a une différence de rapport aux religieux. C'est beaucoup plus coincé dans les cultures francophones. Il y a un certain malaise, il y a une réserve et il y a une sorte de rivalité historique entre catholicisme et société laïque, hein, qui nous vient de l'histoire française notamment, et qui a été transmise à d'autres sociétés francophones, qui a eu des influences dans les sociétés latines. Et c'est ce qui fait que même si la religion est au cœur de toutes ces controverses, on ne la nomme pas toujours de la même manière et aussi ouvertement. C'est assez frappant. Alors, les pays anglo-saxons aussi parlent beaucoup d'interfaith, de network, d'ailleurs, qu'ils mettent à contribution dans la vie publique. On n'a pas, je pense, cet avantage, notamment au Canada, mais on a autre chose. Qu'est-ce qu'une commission maintenant? Très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les fonctions d'une commission, mais j'attire votre attention sur des choses principales. C'est subordonné au gouvernement. Le rapport ne lie pas le gouvernement. Vous savez, on se plaint toujours que les rapports accouchent d'une souris au Québec. Hein. Souvent, on dit « Ah, ben ils vont accoucher d'une souris, évidemment. » Non, une commission ne lie pas un gouvernement et le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec les résultats d'une commission. Et il y aurait 5 types différents d'influence sur les politiques publiques qui va de l'opposition pure et nette à l'intégration de toutes les recommandations. Ça peut arriver dans certains cas. Alors, le premier type, c'est un gouvernement s'oppose totalement aux réformes proposées. Le deuxième type, c'est le statu quo. Ça n'a pas d'effet. Ça, c'est vraiment tabletter un rapport. Troisièmement, un gouvernement peut choisir d'appliquer uniquement quelques recommandations. Et puis, une commission peut avoir un effet à long terme énorme, hein, qui peut transformer les idées fondamentales et, comme Peter le disait, même la réflexion de toute une société. Et puis, le cinquième, une commission peut être extrêmement influente au niveau gouvernemental lorsqu'il endosse ces éléments. On peut dire que le rapport Proulx a été très, très influent. On a vraiment appliqué la majeure partie de ses recommandations sur la religion à l'école. Alors, Bouchard-Taylor, est-ce que c'est un succès ou un échec? Après tout cela, hein? Il y a une grande complexité dans l'analyse de tout processus de réception. Alors, c'est un succès et un échec pour qui? Et pourquoi? Ça dépend. Hein? Pour les uns, c'est un échec. Pour les autres, c'est un succès. Au niveau de l'attention publique à la commission Bouchard-Taylor, c'est un succès total. Hein? Et on continue d'y référer constamment pour s'y opposer, s'y rattacher, s'en distinguer, etc. Au niveau de l'intérêt international, c'est certainement un succès. C'est certainement une commission qui a connu un rayonnement international à plusieurs titres, à cause de la conjoncture, à cause de la notoriété des coprésidents et aussi d'Internet, hein, parce qu'en 2008, il y avait un rayonnement sur Internet assuré. Au niveau des résultats au plan des recommandations, donc instrumentales, disait Peter tout à l'heure, eh bien, le Québec, le gouvernement du Québec a choisi d'appliquer quelques recommandations, mais tout de même quelques-unes. Sur les 37 recommandations, on va entendre François Rocher samedi, parce que lui a fait un décompte très, très minutieux de ce que les ministères gouvernementaux avaient appliqué ou non. En 2014, il publiait un chapitre où il disait qu'il y avait plus ou moins 36% des recommandations qui avaient été appliquées plus ou moins partiellement. C'est pas si mal. C'est pas toujours un effet unique de la commission, mais parfois c'est parce que déjà les gouvernements et ministères y réfléchissaient. Et on peut dire certainement avec le projet de loi d'hier qu'on est au-delà de 40% et peut-être qu'on a continué à avancer sans pouvoir imputer, encore une fois, les effets directement à la commission elle-même. Alors, l'optimiste ou le pessimiste, je ne sais pas si Rima El-Khoury est arrivée. Est-elle là? Oui, elle est là. Oui, alors Mme El-Khoury a publié un formidable article dans la presse de samedi qui faisait ressortir dans l'amitié, hein, comme vous le voyez ce soir. Il y a des journalistes qui m'ont dit « Ah, vous êtes chanceuse, ils vont s'asseoir ensemble durant votre colloque. » Bien, vous savez, les universitaires, on n'est jamais d'accord les uns avec les autres. Mais on vit ça dans l'amitié. Alors, effectivement, elle a bien mis en évidence que
Peut-être que pour M. Taylor, il y avait une certaine vision davantage de succès de la commission, alors que pour M. Bouchard, il y avait des choses qui lui étaient très chères, qui n'ont pas connu l'issue qu'il aurait souhaitée, du moins pas encore. Hein? Alors, donc, pour qui, pourquoi? Hein, nos deux commissaires, oui? Mais Peter Shulton l'a dit, M. Bouchard, 10 ans, c'est rien. Hein, c'est rien. Alors, je termine par quelques résultats comparatifs. Ça, c'est un petit détail technique, mais moi qui me fascine, en fait, parce que j'ai été frappée par ça à travers les quelques commissions que nous avons étudiées. Qui signe un rapport? Rachida Azdouz me rappelait qu'au début, les commissaires, le comité expert, on lui avait demandé voulez-vous tous signer? Puis très tôt, il y en avait plusieurs qui avaient dit non, 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 parce qu'on pourrait peut-être changer d'idée dans 2 ans. On ne sait pas ce qu'on va signer et tout. Et alors, dans le cas de Bouchard et Taylor, les coprésidents ont signé le rapport. Hein, c'est ça. Dans le cas de Parek en Grande-Bretagne et Stasi, tous les commissaires ont signé. Et dans le cas de la Belgique, il y avait des notes minoritaires en annexe du rapport, avec une majorité qui était en faveur. Et puis la Norvège, que j'admire beaucoup. Hein, au Canada, on a toujours de l'admiration spontanée pour les pays nordiques, de la région de la Suède, de la Norvège et les autres. Et eux ont présenté plusieurs solutions très élaborées, différentes, avec des gens qui s'y ralliaient, très argumentées, avec des voies différentes de solutions. Alors, je conclus là-dessus. À mon avis, et j'étais très heureuse que Mme El-Khoury le fasse dire très clairement à M. Taylor dans la presse de samedi. Elle a dit, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez une note de dissension sur un élément très précis? Il a dit oui. Vous savez, on aurait pu, dans le rapport, faire mais on avait très peu de temps. Hein, c'était 5 mois, puis tout le monde courait, puis tous les experts envoyaient des notes, puis les analystes travaillaient jour et nuit. N'est-ce pas, M. Fournier? Donc, on n'a pas eu le temps de discuter de tout ça, mais je pense que le Québec devrait apprendre de ses expériences européennes et permettre aux experts, s'ils sont convaincus de certains points, d'élaborer en quelques lignes des notes minoritaires ou dissidentes sur certains points, ce qui aiderait beaucoup la discussion, plutôt que de s'embourber par la suite quand un expert dit « Ah, ben oui, ils ont écrit ça, mais moi, je n'étais pas d'accord. » Et puis, vous savez, c'est un peu toxique quand on y revient constamment pour dire « Oui, c'est écrit, mais je n'étais pas d'accord. » Le plus bel exemple, c'est en France, Jean Bobéro, qui est une grande figure publique, qui n'a pas cessé de chialer en France depuis 2003 pour dire qu'on l'avait forcé à signer et qu'on avait manipulé la commission. Donc, ce n'est pas très heureux pour une commission d'être prise dans ce bourbier d'ambiguïté. Alors, les notes minoritaires et même, moi, je dirais, les arguments multiples sont une bonne voie. La réception médiatique, grâce à mon équipe d'étudiants, d'assistants, on a comparé des centaines d'articles, surtout en Europe, parce qu'au Québec, ce n'était pas faisable, c'était des milliers. Hein, le débat médiatique était trop considérable. Ce qui est remarquable dans les débats médiatiques et publics autour de ces commissions, puis on le voit autour du projet de loi 62, on ne discute que de 2 ou 3 enjeux symboliques. Toujours, toujours, et surtout les accessoires des femmes musulmanes. Dans quelques cas, les calendriers religieux nationaux qui ont fait bouillir la marmite en Europe quelques jours. Je vous passe les détails. Mais c'est remarquable, alors que même Bernard Stasi, qui a présidé la commission en 2003, s'en plaignait. Il a averti les commissaires belges en leur disant « Faites attention à la réception médiatique » parce que Stasi, ça a été une sorte d'effet d'entonnoir. On a porté attention uniquement à l'interdiction du foulard dans les écoles publiques, alors qu'il y avait beaucoup d'autres recommandations extrêmement riches et même très positives en faveur de l'islam en France, et on en a très peu discuté. Au Québec, on peut dire un peu la même chose, mais je dirais qu'à cause des accommodements raisonnables et de tous les cas qui étaient discutés dans les médias, il y avait plus d'une religion qui était en jeu. Il y avait la religion juive aussi. On a mentionné aussi le cas des athées, hein, qui élaboraient des plaintes, des revendications. Donc, il y a eu une sorte de diversité au Québec dans la réception et aussi à cause de la diversité de nos médias. Le Devoir, la Presse, The Gazette, le Journal de Montréal avaient des lignes éditoriales très différentes, ce qui nous a différenciés, je crois, d'une sorte d'effet entonnoir médiatique en Europe qu'on a vu en Angleterre, en Belgique
et en France dans la réception médiatique. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a un jeu de pouvoir. On l'a bien senti durant la commission Bouchard-Taylor. Vous savez, des acteurs sociaux bien en vue qui s'empressent de prendre des décisions avant la fin de la commission parce que c'est un peu opportuniste. On sent que c'est le temps de se prononcer. Eh bien, dans 4 cas, dans le cas de 4 rapports, le jour où le rapport est paru, les politiciens sont sortis pour nier les résultats de la commission ou prendre des directions radicalement différentes. J'avais déjà présenté ça devant M. Bouchard, ça l'avait beaucoup consolé, de l'affaire du crucifix. Hein? Alors que pendant que nos commissaires présentaient en conférence de presse leur rapport, les experts un peu partout dans les médias, nous recevions ce communiqué de la presse qui disait qu'il y avait eu motion unanime à l'Assemblée nationale pour maintenir le crucifix sur le mur, et alors que le rapport recommandait autre chose. Alors, donc, c'est tout à fait remarquable, entrer dans un jeu politique, c'est entrer dans un jeu politique. On sort du jeu des experts, évidemment. Voilà, merci beaucoup et bon colloque.